Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire que je vous propose aujourd'hui est très sensible. J'avais lu un livre sur cette affaire et comme dernièrement, il y a eu quelques rebondissements, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Vous verrez, cette histoire, elle est, je dirais pas digne d'un film, elle est dramatique. Et vous comprendrez ensuite pourquoi. Et dernièrement, il y a un film qui est sorti et qui retrace cette affaire. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais certainement le regarder, puisque dedans, il y a Isabelle Huppert. Et comme Isabelle Huppert, c'est la base, je vais le regarder. Et dernier point, l'affaire se passe en France. Donc, dans la partie mon opinion, je vais rester assez light, on va dire, histoire d'éviter toute plainte qui pourrait provoquer un désastre financier sur ma personne, n'est-ce pas? Donc voilà. Écoutez, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Et c'est un procès bien étrange qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Versailles. Mathieu Pechberti, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous avez regardé de très près, vous vous êtes passionné par ce qui est arrivé ou pas, et c'est bien toute l'histoire, à une syndicaliste d'Areva. Alors elle s'appelle Maureen Kearney, c'est ça, hein, absolument, Mathieu, et c'est, alors très exactement, fin 2012. Oui. Sa femme de ménage, on va démarrer là-dessus, qui la retrouve en sang chez elle, violée, agressée. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en France en 2012, plus précisément à Hauts-Fargis, une commune de 2000 habitants située dans les Yvelines. Il est 13h39 le lundi 17 décembre 2012 quand le centre d'appel du 17 reçoit un appel très inquiétant. Mariora, une femme de ménage, explique à son interlocuteur qu'elle vient d'arriver chez sa patronne et qu'elle l'a trouvée ligotée sur une chaise, à moitié inconsciente, et un couteau enfoncé dans le vagin par le manche. Sa patronne s'appelle Maureen Kearney, c'est une professeure d'anglais de 57 ans qui travaille chez Areva et c'est également l'une des syndicalistes de la CFDT. Les gendarmes se rendent aussitôt au domicile de Maureen Kearney avec le sous-préfet et le maire d'Hauts-Fargis, mais avant d'être interrogée, elle est transportée à l'hôpital afin d'être examinée. D'après le médecin qui l'ausculte, elle ne présente aucune trace de saignement au niveau du sexe. Elle a un A qui a été gravé avec un couteau au niveau de son ventre. Maureen lui explique que c'est son agresseur qui l'a fait. Cela dit, la blessure est superficielle, elle n'est pas très profonde. Et il interroge Maureen pour savoir ce qu'il s'est passé. Et elle semble cohérente, mais elle présente des signes de traumatisme évidents. Elle lui dit qu'elle a été agressée à son domicile dans la matinée par un homme dont elle ne connaît pas l'identité, mais cette agression est liée à son travail. Quelques heures plus tard, Maureen est interrogée par les gendarmes et voilà ce qu'elle leur raconte. Ce matin, elle s'est réveillée vers 5h. Son mari a quitté le domicile à 5h30 pour le travail. Il a une entreprise de sonorisation dans le 93, donc il part très tôt le matin. Maureen, quant à elle, devait reprendre le boulot après un arrêt de travail de plusieurs semaines à cause d'une chute dans les escaliers à son travail. On venait de lui retirer son plâtre à la cheville, elle avait rendez-vous à 8h du matin pour une IRM de l'épaule. Elle s'est préparée, elle s'est habillée, elle a pris son petit déjeuner, puis elle s'est dirigée dans la salle de bain du rez-de-chaussée pour se brosser les dents. Il devait être aux alentours de 6h30, 6h45. Et tandis qu'elle se brossait les dents et qu'elle avait les yeux en direction du lavabo, un homme l'a agrippée par derrière et il lui a mis quelque chose sur le visage, un bonnet. Et elle dit qu'il avait certainement une arme puisqu'elle a senti quelque chose de dur au niveau de son dos. Donc elle a paniqué. Il l'a fait s'asseoir sur les toilettes et lui a mis un bout de sparadrap sur la bouche. Et Maureen n'osait pas bouger puisqu'elle avait peur de l'arme. Il l'a ensuite traînée dans le salon et l'a attachée à une chaise avec du scotch. Puis il lui a soulevé sa robe et il a gravé sur son ventre avec un couteau la lettre A. Maureen explique qu'elle n'osait pas bouger, elle était pétrifiée et même si d'après l'examen médical la blessure était plutôt superficielle, elle a vraiment eu l'impression qu'il lui enfonçait le couteau dans le ventre. Donc elle n'osait pas bouger. Il a ensuite baissé ses collants et il a essayé de faire rentrer le manche du couteau à l'intérieur de son sexe, mais ça rentrait pas. Elle dit qu'elle l'a entendu se diriger vers la cuisine et fouiller dans son frigo, puis il est revenu et il a réinséré le manche du couteau dans son sexe. Donc certainement qu'il l'avait enduit avec du beurre ou de l'huile. Et à ce stade-là, Maureen ne bougeait toujours pas et elle pouvait pas le voir puisqu'elle avait un bonnet sur la tête. Après avoir introduit le couteau, il lui a dit qu'il n'y aurait pas de troisième avertissement et il est reparti. Et la seule chose que Maureen a pu noter, c'est qu'il portait des gants, mais pas des gants en laine, c'était soit des gants de motard, soit des gants en cuir. Les heures ont passé, Maureen ne parvenait pas à se détacher de la chaise. Elle avait les mains attachées dans le dos et les pieds qui étaient attachés au pied de la chaise et elle perdait connaissance par intermittence. Et c'est seulement à 13h qu'elle a pu être libérée grâce à sa femme de ménage.
Maria Aura est également interrogée par les enquêteurs et elle confirme qu'effectivement, elle est arrivée vers 13 h et le portail n'était pas verrouillé, mais la porte de la maison non plus n'était pas verrouillée. Elle est entrée, elle a vu le vieux chien de la famille qui était là, et c'est en pénétrant dans le salon qu'elle a vu sa patronne attachée à la chaise. Elle l'a détachée, elle a retiré le couteau avec un torchon, et elle a appelé Gilles, le mari de Maureen. Et c'est Gilles qui lui a dit d'appeler le plus rapidement les secours. Les enquêteurs demandent à Maureen si elle connaît l'identité de son agresseur. Elle a expliqué au médecin que c'est lié à son travail. Maureen leur dit que quelques semaines auparavant, elle a reçu des appels téléphoniques menaçants. Un homme lui demandait d'arrêter de fouiner un peu partout. Maureen explique aux enquêteurs qu'elle travaille sur un dossier très sensible depuis un peu plus d'1 an. En 2011, elle a découvert l'existence d'un contrat secret sur le nucléaire entre la Chine et la France et impliquant Areva, EDF et la CGNPC, une entreprise chinoise d'électricité. Elle ajoute qu'elle avait même rendez-vous dans les jours à venir avec le ministre délégué des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve. Elle devait lui parler des menaces qu'elle avait reçues et des pressions qu'elle subissait depuis la découverte du contrat. Elle avait la nette impression d'être épiée et suivie ces derniers mois. Vous l'aurez compris, on est sur ce qui semble être une affaire très sensible. Le parquet de Versailles ouvre une enquête pour violence avec arme, séquestration, acte de torture et barbarie avec arme, viol et menaces. Et le domicile de Maureen et de son mari est placé sous surveillance 24 heures sur 24. Dès le lendemain, la France découvre avec horreur cette affaire. Une employée et syndicaliste d'Areva agressée à son domicile en plein jour, un A gravé sur le ventre. Cela dit, dans un premier temps, il n'est pas fait mention du viol qu'elle a subi avec le manche de couteau. Les collègues de Maureen sont touchés mais également pétrifiés par cette affaire. Tout le monde l'apprécie. C'est une femme qui s'investit énormément dans ses activités de syndicaliste. Elle ne compte pas ses heures pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Et tout le monde pense qu'effectivement, cette agression est liée à ses activités de syndicaliste. Maureen est connue pour son tempérament de fonceuse. Depuis plus d'1 an, elle multiplie les rendez-vous avec ses collègues du syndicat, mais également avec des politiciens pour leur parler de ce contrat signé entre Areva, EDF et l'entreprise chinoise. Un contrat qui, s'il était signé, mettrait grandement en danger Areva, puisqu'il est question de transfert de technologie. Dans ce contrat, Lucourcel accepte qu'EDF fournisse les procédés de fabrication d'Areva à la Chine. En gros, Lucourcel accepte qu'EDF livre ses secrets de fabrication à la Chine, ce qui n'a aucun sens. Et ça, les syndicalistes de la CFDT et les salariés d'Areva s'y opposent formellement. Et Maureen en tête de ligne, puisque c'est elle la secrétaire de la CFDT. C'est donc elle qui est régulièrement convoquée dans le bureau de Lucourcel quand il va en découdre. Maureen se confie très souvent à sa famille, à ses amis, de tout ce qu'elle endure au travail. Lucourcel est très désagréable, voire agressif avec elle. Il la soupçonne même de comploter avec l'ancienne PDG d'Areva, Anne Lauvergeon, pour le faire sauter. Il veut qu'elle arrête de fouiner et qu'elle arrête de poser des questions sur ce supposé contrat qui pourrait porter préjudice à Areva. Le problème, c'est que Maureen a eu l'occasion d'avoir le contrat entre les mains. Et elle le sait avec certitude, Lucourcel est sur le point de le signer si ce n'est pas déjà fait. Maureen a récemment découvert que le PDG d'EDF et le PDG d'Areva, donc Lucourcel, ont rencontré le PDG de la société chinoise à Avignon le 19 octobre. Il s'agissait d'un rendez-vous professionnel, vraisemblablement, pour signer un accord de coopération. Alors que Lucourcel répète depuis plus d'1 an qu'il n'y a pas d'accord et qu'aucun transfert de technologie ne sera fait vers la Chine. Donc pourquoi la direction d'Areva a menti aux syndicats? Pourquoi est-ce qu'elle a menti aux salariés sur un accord aussi important, sachant que là, il ne s'agit même plus d'une décision d'entreprise, mais d'une décision d'État, puisqu'on parle de transfert de technologie. Après avoir su pour ce rendez-vous du 19 octobre à Avignon, Maureen a rédigé un courrier qu'elle a envoyé à des centaines de sénateurs et députés pour les avertir de cet accord. Un accord qui mettait en péril Areva. Si le contrat est finalement signé, des milliers d'employés d'Areva risquent de perdre leur travail, puisqu'il est question de transfert de technologie. Quand vous transférez votre technologie, ensuite, les sociétés étrangères n'ont plus besoin de faire appel à vos ingénieurs. Donc forcément, des emplois sont supprimés. Et puis, sur du long terme, ce que ça peut signifier également, c'est qu'Areva perdra son statut de leader mondial du nucléaire. Mais la direction d'Areva a continué de nier l'existence de cet accord avec la Chine. Du coup, les avocats du syndicat ont assigné en justice le PDG d'Areva, Lucourcel,
pour obtenir des informations plus précises sur l'accord qu'il s'apprêtait à signer avec la Chine, puisque c'est sûr et certain, il y aura un accord avec la Chine. Seulement, les salariés ne sont pas au courant de ce que contient cet accord. Il leur faut des réponses. Autant vous dire que l'ambiance était très tendue depuis quelques mois chez Areva. Quelques jours avant son agression, Maureen a envoyé un SMS à Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, avec qui elle entretient des liens, on va dire, courtois, professionnel, elle est assez proche de lui. Depuis plusieurs mois, elle le met en garde sur cet accord puisque lui-même ne semble pas être au courant de cette signature. Et dans son SMS, elle insiste pour qu'il se bouge et qu'il fasse quelque chose. Le procureur en charge de cette affaire demande aux enquêteurs de lâcher tous les dossiers sur lesquels ils travaillent pour se consacrer sur cette affaire. Là, il est question de nucléaire, d'EDF, d'Areva, de politiciens, de milliards d'euros, bref. Il veut que l'enquête soit rapide et qu'elle soit bouclée fin janvier, grand max, pour éviter tout scandale d'État. La section scientifique passe au peigne fin la maison. Le bonnet qui recouvrait le visage de Maureen lui appartient, donc son agresseur a récupéré un bonnet qui se trouvait chez elle, et les morceaux de scotch qui ont été détachés, donc qui lui entravaient les mains, ont été analysés, mais on n'a pas retrouvé grand-chose dessus. On a retrouvé 2 empreintes, une qui pourrait correspondre à Maureen et une autre empreinte qui n'est pas exploitable. Sur le couteau, aucune empreinte. Les gendarmes ont également retrouvé un rouleau de scotch dans la remise de la maison qui correspond au morceau de scotch qui entravait Maureen, et d'après eux, ça signifie que c'est ce rouleau de scotch qui a été utilisé pour entraver les mains de Maureen. Cela dit, ils ne font pas faire d'analyse. Les enquêteurs interrogent le voisinage de Maureen, donc ils font du porte-à-porte. Il y a plusieurs maisons à proximité de la sienne et ils leur demandent s'ils ont vu ou entendu quelque chose au moment de l'agression. Mais à ce moment-là, ils étaient soit au travail, soit en route pour le travail. Et les quelques personnes qui se trouvaient chez elles n'ont rien entendu de particulier et n'ont pas vu quelque chose d'inhabituel. Certains vont parler d'une camionnette blanche, mais a posteriori, on se rend compte qu'en fait la camionnette appartient à l'un des voisins. L'entourage de Maureen est également interrogé, ses enfants, Neil et Fiona, ainsi que son mari, Gilles, ses amis, ses collègues, ses camarades de la CFDT, et tous sont unanimes. C'est une femme qui était très consciencieuse et c'était une acharnée. Elle lâchait pas l'affaire quand elle sentait qu'il y avait quelque chose au désavantage des salariés d'Areva. Elle ne lâchait pas l'affaire. Depuis quelque temps, elle multipliait les rendez-vous, les courriers pour obtenir des réponses, mais également pour alerter sur ce qu'il était en train de se passer. Les 2 enfants de Maureen, Neil et Fiona, ne vivent plus au domicile familial. Cela dit, ils expliquent que depuis quelques mois, leur mère semblait très inquiète. Elle n'était pas tranquille. Et ils disent qu'effectivement, quand ils se rendaient à Haut-Fargis, ils avaient l'impression d'être suivis ou épiés. Gilles, le mari de Maureen, confirme ces déclarations et il ajoute que depuis quelques mois, Maureen était tellement sous pression à cause du travail qu'elle prenait des antidépresseurs et des calmants. Anne Lauvergeon, qui a été la PDG d'Areva jusqu'en 2011, est également interrogée et elle confirme ce que les autres ont dit avant elle. Maureen est une travailleuse acharnée qui s'investit pour aider les salariés de l'entreprise. Elle et Maureen ont gardé des liens depuis son départ. Maureen lui rapporte ce qu'il se passe au sein d'Areva, tous les changements négatifs opérés depuis l'arrivée du nouveau PDG, Luc Courcel. Elle se voit peut-être 1 à 2 fois par mois pour en parler. Cela dit, Anne ne définit pas leur relation comme amicale. C'est purement professionnel mais cordial. Soit, mais les enquêteurs n'ont toujours aucune piste. Pas d'empreinte, pas de traces biologiques dans la maison, pas de témoins. La seule chose qui peut être un début de piste, c'est le A gravé sur le ventre de Maureen. Et l'un des gendarmes se souvient vaguement d'une affaire survenue dans les Yvelines en 2006. La femme d'un cadre de Veolia a été agressée à son domicile et on lui a gravé sur le ventre et au niveau de la poitrine des signes. L'un des enquêteurs appelle le commissariat où la plainte avait été déposée en 2006, mais aucune trace du dossier d'enquête. Aucun recoupement n'est fait. Quelques jours après son agression, Maureen est convoquée pour un examen médical. Il s'agit du 2e examen médical, puisque le premier a eu lieu quelques heures après son agression. Et d'après le médecin, l'agression décrite par Maureen est peu probable. Il indique que la blessure sur le ventre, donc le A, est assez superficielle et elle n'aurait pas pu être faite dans la position qu'elle indique, c'est-à-dire assise. Et concernant le couteau, il indique qu'il n'aurait pas pu rester pendant 5 heures dans son sexe. Il serait ressorti bien avant. Verdict, elle a menti. Le procureur décide de convoquer Maureen pour un 3e examen médical quelques jours après pour en avoir le cœur net. Et là, d'après le médecin,
l'agression est possible. Il n'indique pas qu'elle a été agressée, il dit qu'elle a peut-être été agressée, comme elle a peut-être menti. Donc lui, son rapport est beaucoup plus nuancé. Maureen est de nouveau convoquée à la gendarmerie pour une nouvelle audition et elle répète ce qu'elle a déjà dit une première fois, elle réitère tout ce qu'elle a raconté de la même façon qu'elle l'a raconté et elle explique que si son chien n'a pas réagi quand elle a été agressée, c'est parce qu'il est aveugle et malade. Il n'a pas compris ce qu'il se passait et elle insiste sur le fait que son agression a un lien avec son travail, avec ses activités de syndicaliste. On l'avait même menacée par téléphone quelques semaines auparavant. Elle en avait parlé à ses amis et à sa famille. Le problème, c'est que les enquêteurs ne trouvent aucune trace de cet appel dans son journal d'appel. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont interrogé les amis de Maureen, à qui elle a parlé de ces menaces téléphoniques, et ils leur ont demandé s'ils se souvenaient de la date de ces appels. L'une de ses amies a donné une date, elle a dit que c'était certainement début octobre, donc les gendarmes ont vérifié début octobre, ils ont passé en revue le journal d'appel, et ils n'ont constaté aucun appel d'une dizaine ou d'une vingtaine de secondes d'un numéro soit inconnu, soit qui n'est pas enregistré dans le répertoire de Maureen. Donc ils en ont déduit qu'elle a inventé cette histoire d'appel téléphonique. Les enquêteurs et le procureur ont de plus en plus de doutes sur cette histoire. D'après eux, rien ne colle avec l'agression décrite par Maureen. Que ce soit l'examen médical, il y a par exemple cette histoire de A gravée sur son ventre. Il s'agit d'une blessure superficielle et puis A, c'est quand même assez évident, comme si on avait voulu signer le crime. A comme Areva. Et puis il y a également les morceaux de scotch qui ont servi à lui attacher les mains. Ils sont torsadés. Et ça pour eux c'est bizarre parce que si l'agresseur avait attaché les mains de Maureen, les morceaux ne seraient pas torsadés mais plus droits. Donc pour eux, la seule explication possible, c'est que c'est Maureen qui s'est attachée elle-même les mains dans le dos, ce qui explique les torsades des morceaux de scotch. Dans la mesure où le procureur veut des conclusions rapides, mais surtout un dossier solide, les gendarmes font appel à une cellule spécifique de la gendarmerie qui a été formée à Quantico, des profilers. Les profilers examinent le dossier d'enquête et leur conclusion est sans appel. Maureen Kearney a menti. Elle a inventé cette agression. D'après eux, peu avant l'arrivée de sa femme de ménage, Maureen a créé ce scénario de toutes pièces. Donc elle s'est inséré le couteau en elle, elle a attaché ses pieds à la chaise, elle a mis un bonnet sur sa tête, elle s'est attachée les mains avec difficulté, ce qui explique les torsades des morceaux de scotch. Et puis, lorsque sa femme de ménage est entrée dans le salon, elle a fait croire qu'elle avait été agressée. Le 23 janvier, soit un peu plus d'un mois après l'agression, Maureen et Gilles sont convoqués à la gendarmerie pour une nouvelle audition. Ils arrivent très tôt dans la matinée et en fin d'après-midi, coup de théâtre. Maureen admet avoir peut-être imaginé son agression. Une source proche de l'enquête, comme on dit, balance l'information à la presse qui la relaie. C'est officiel, Maureen Kearney a menti. Mais pourquoi Maureen aurait fait ça? Et si, finalement, elle avait été manipulée pour mentir? Il s'avère que quelques jours après avoir déposé plainte pour son agression, Maureen et son mari Gilles ont été invités à manger chez Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva. Et les enquêteurs sont au courant qu'elle et son mari ont mangé chez Anne, puisqu'ils sont placés sous surveillance 24 heures sur 24 depuis le 17 décembre. Donc certains se disent que peut-être que Maureen et Anne ont comploté ensemble afin de faire échouer la signature du contrat, voire de faire évincer Luc Courcel d'Areva. Maureen Kearney aurait comploté avec son ancienne patronne pour empêcher EDF de vendre les procédés de fabrication d'Areva à la Chine et ainsi sauver des milliers d'emplois en France? Why not? Maureen Kearney est née en juillet 1955 à Londres de parents irlandais, Tom et Patricia. Elle grandit avec ses 3 petits frères à Castlebar dans l'ouest de l'Irlande et toute petite déjà, elle prend conscience de la politique. Sa grand-mère, par exemple, envoyait des lettres au Premier ministre de l'époque pour alerter sur le sort réservé aux militants de l'IRA.
Sa mère Patricia militait de son côté pour la libération de Nelson Mandela. Maureen a elle aussi commencé à militer à l'adolescence pour ses camarades de classe, pour qu'ils obtiennent des droits supplémentaires. En 1975, alors qu'elle est âgée de 20 ans, elle rencontre Vincent, un Français dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle s'installe à Aix-en-Provence pour étudier à la fac de lettres, mais c'est surtout pour se rapprocher de Vincent, et elle tombe très rapidement enceinte de leur fils Neil. Mais la relation ne dure pas. Elle retourne vivre en Irlande près de sa famille, elle obtient un diplôme d'institutrice. En 1981, lors d'un concert, elle rencontre un ingénieur du son français dont elle tombe amoureuse, Gilles Hugo. Elle quitte l'Irlande et s'installe en France à Auffargis avec Gilles. Le couple se marie et en 1987, elle tombe enceinte de leur fille Fiona. Et c'est durant sa grossesse qu'elle est engagée comme professeure d'anglais à la SGN dans les Yvelines. Il s'agit d'une filiale du groupe Cogema spécialisée dans l'ingénierie. La Cogema est le leader mondial de l'extraction d'uranium qu'elle récupère en Afrique et elle est également leader mondial dans le retraitement des déchets des centrales nucléaires par le biais de son usine située à La Haye. Cette époque est assez particulière puisqu'à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, il y a beaucoup de méfiance autour du nucléaire. Mais les Français restent néanmoins les leaders dans ce secteur. Pour en revenir à Maureen, elle doit enseigner l'anglais à des techniciens qui travailleront ensuite à l'étranger. Et elle aime son métier, hein. C'est clairement sa voie, l'enseignement. Elle aime le contact avec les gens. Elle a obtenu un diplôme d'enseignante en Irlande. Mais au fil des années, à force de voir passer des centaines d'étudiants à ses cours, elle se rend compte que certains sont très déprimés. Ils ont des idées noires. Et d'autres sont même placardisés. Alors, la placardisation, c'est une spécificité, on va dire, des moyennes et grandes entreprises. En gros, le principe, c'est que lorsqu'une société veut se débarrasser de vous, parce que vous êtes trop âgé, mettons, et qu'elle veut économiser des frais de licenciement, elle vous placardise. Donc, elle vous met dans un bureau tout seul, sans ordinateur, sans téléphone la plupart du temps. Et les collègues autour n'osent plus vous parler par crainte d'être eux-mêmes placardisés ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Donc vous vous retrouvez isolé et à force vous démissionnez, ce qui fait économiser des frais de licenciement à votre entreprise. C'est une pratique qui est assez cruelle et qui peut même pousser certains à vouloir se donner la mort à cause de l'isolement, mais surtout à cause de l'humiliation. Vous avez donné 30 ans, 20 ans de votre vie à une boîte pour finalement finir dans un bureau tout seul, sans téléphone, sans ordinateur, parce qu'on veut plus de vous. Maureen, c'est une femme qui s'est toujours engagée dans des causes qui lui semblaient justes. C'est comme une tradition familiale. Sa grand-mère était engagée, sa mère l'a été également. Donc en 2000, elle intègre la CFDT. La CFDT, c'est le deuxième plus grand syndicat de France à ce moment-là. Dès lors, Maureen se lance à corps perdu dans ses activités de syndicaliste auprès de ses camarades du syndicat. En 2004, elle devient même secrétaire générale de la CFDT. Elle se dédie à cette cause. Elle rencontre les salariés. Elle participe au sit-in devant le siège de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas vraiment jusque-là. Les salariés craignaient des représailles, donc ils n'osaient pas trop se rebeller. Mais depuis peu, un vent nouveau souffle sur l'entreprise. De grands changements s'opèrent. En juin 1999, soit quelques mois avant, Anne Lauvergeon a été nommée PDG à la Cogema. Anne Lauvergeon est l'une des rares femmes françaises à la tête d'une entreprise aussi importante. Après son passage au corps des mines, elle a travaillé dans le privé aux États-Unis et au Canada. Puis dans les années 90, elle a été chargée de mission et Sherpa pour le président François Mitterrand, ce qui était une première pour l'époque. Elle a ensuite de nouveau travaillé dans le privé, notamment pour le groupe Lazare Frères, puis pour Alcatel, avant d'être nommée en juin 1999 à la tête de la Cogema. C'est une successwoman, comme diraient les anglo-saxons. Elle voit les choses en grand. Dès son investiture, elle travaille sur un projet de fusion entre plusieurs grands groupes français spécialisés dans le nucléaire. La Cogema, qui extrait et traite l'uranium, Framatome, qui construit entre autres des centrales nucléaires, et CEA Industries. C'est audacieux comme projet. D'autant que ça permettrait de créer un groupe qui deviendrait le leader mondial à tous les niveaux de production du nucléaire. En juin 2001, Cogema, Framatome et CEA Industries fusionnent pour créer Topco, qui est rebaptisé quelques mois plus tard Areva. Le leader mondial Areva est né. Plus de 40 000 salariés dans le monde. Et l'entreprise se positionne sur des projets très lucratifs. En décembre 2003, par exemple, Areva remporte l'appel d'offres de la compagnie finlandaise TVO pour la construction d'une centrale nucléaire en Finlande. Le chantier doit être finalisé pour 2009 et Areva empochera presque 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Bon, je sais que c'est très technique tout ce que je vous dis, mais c'est très important pour la suite de l'histoire. Enfin, en tout cas, pour le contexte de toute cette histoire. Maureen rencontre assez régulièrement Anne Lauvergeon dans le cadre de ses activités de syndicaliste et le courant passe plutôt bien entre les deux. Maureen a des revendications pour les salariés et Anne Lauvergeon est à l'écoute. D'autant qu'en très peu de temps,
Maureen est devenue une figure incontournable de la CFDT et elle s'est constituée un réseau plutôt sérieux. Bernard Cazeneuve, Arnaud Montebourg, Nicole Bricq, François Hollande, pour ne citer que. Des politiciens qui aspirent à gravir les échelons et qui s'entourent des syndicalistes des entreprises françaises importantes. Ce qui leur permet de servir leurs intérêts personnels, bien évidemment, mais c'est de l'échange de bons procédés. Si par exemple un maire veut qu'Areva implante l'une de ses entreprises dans sa ville pour faire baisser le taux de chômage, il en parle à Maureen, qui plaide ensuite sa cause auprès d'Anne Lauvergeon. Comme je vous l'ai dit, les deux femmes s'entendent, c'est pas une relation amicale, c'est cordial, mais elles se respectent mutuellement. Anne, c'est une femme qui a beaucoup d'ambition et elle a une vision assez stratégique. Elle a fait d'Areva le leader mondial du nucléaire en quelques années. Elle a permis son entrée en bourse en 2005 et elle a même été approchée par Nicolas Sarkozy en 2007 pour intégrer son gouvernement en tant que ministre, ce qu'elle a refusé. Elle préfère rester présidente d'Areva. Elle a beaucoup de projets qu'elle souhaiterait mener à leur terme et on va pas se mentir, être la PDG de la plus grande entreprise du nucléaire au monde, c'est pas rien. Ce qu'on reconnaît à Anne Lauvergeon, c'est qu'elle a mis en place une politique de sécurité pour ses réacteurs qui fait la réputation du groupe. L'année 2011 a été marquée par l'accident nucléaire de Fukushima, donc forcément les réacteurs d'Areva sont très réputés. Cela dit, certains reprochent à Anne Lauvergeon sa mauvaise gestion du contrat signé avec la Finlande en 2003. La centrale nucléaire n'est toujours pas finalisée, elle est toujours en chantier. Donc à partir de 2009, Areva doit reverser des pénalités de retard à l'entreprise finlandaise. Des pénalités qui se chiffrent par millions d'euros. La même année, soit en novembre 2009, Nicolas Sarkozy, qui est alors président, nomme par décret présidentiel l'un de ses proches à la tête d'EDF, Henri Proliot. Henri Proliot est l'ancien PDG de Veolia, mais il est parvenu à hisser Veolia, anciennement Compagnie Générale des Eaux, au rang de leader mondial du traitement de l'eau. EDF, je pense que tout le monde connaît, producteur français d'électricité. Qui dit électricité, dit nucléaire. Bon, après, je vous dis ça comme si c'était une évidence, mais pour être tout à fait honnête avec vous, il y a encore quelques semaines, je savais même pas comment on produisait de l'électricité. Mais bref. Toujours est-il que lors de son investiture, Henri Proliot fait savoir qu'il compte faire d'EDF le leader mondial du nucléaire, un marché jusque-là tenu par Areva. Bon, on savait qu'il y avait une sorte de concurrence entre Areva et EDF, mais disons que là, le ton est donné de façon tout à fait explicite, c'est le choc des titans. Je ne vais pas vous détailler les relations entre EDF et Areva, mais c'est quand même assez tendu. Henri Proliot et Anne Lauvergeon se crêpent régulièrement le chignon, on va dire. Après, pour être tout à fait objective, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu en constater, c'est Henri qui a commencé à tirer les cheveux d'Anne. J'irai pas jusque dire qu'Henri est un gros rageux, mais là on est sur des contrats de plusieurs milliards d'euros, donc ça blague plus. Quoi qu'il en soit, du côté d'Areva, Anne Lauvergeon est en très mauvaise posture. À cause du retard du chantier en Finlande et de quelques investissements qu'elle a fait en Afrique et qui ont fait perdre des milliards d'euros à Areva, on va dire qu'elle est sur la sellette. Même si elle a un bilan qui est plus que positif depuis son investiture à la tête d'Areva, mais voilà, les pertes enregistrées au cours de l'année 2010 sont quand même assez conséquentes. Et la nouvelle tombe en 2011, Anne Lauvergeon n'est pas reconduite à la tête d'Areva. C'est Luc Courcel, le directeur général adjoint, qui est nommé PDG par décret présidentiel en juin 2011. D'après la rumeur, Sarkozy aurait nommé Luc Courcel à la tête d'Areva pour se venger d'Anne Lauvergeon, qui avait refusé d'intégrer son gouvernement en 2007. D'autant que c'est Luc Courcel lui-même qui était chargé du chantier de la centrale nucléaire en Finlande. Donc c'est pas logique. Bref, Maureen doit donc composer avec Luc Courcel à partir de son investiture. Et disons que les rapports avec Luc Courcel ne sont pas aussi cordiaux qu'ils l'avaient été avec Anne Lauvergeon. Il est moins à l'écoute, il est très expéditif et Maureen se sent de plus en plus sous pression. Et c'est durant l'année 2011 que Maureen reçoit une copie du fameux contrat signé avec les Chinois. Et en le lisant, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de très, très bizarre. Il va à l'encontre des intérêts d'Areva. Ça n'a pas de sens. Dans ce contrat, les procédés de fabrication d'Areva sont donnés par EDF à l'entreprise chinoise. Ça n'a ni queue ni tête. Pendant plusieurs mois, elle multiplie les rendez-vous avec des politiciens français, Arnaud Montebourg, Bernard Cazeneuve, pour leur parler de ce fameux contrat. Parce que à ce moment-là, l'État français lui-même n'est vraisemblablement pas au courant de ce contrat. Il s'agit d'une affaire d'État, clairement, parce qu'on ne peut pas donner des procédés de fabrication à un pays étranger comme ça se fait pas. C'est quelque chose de beaucoup trop précieux pour le pays. Donc elle multiplie les rendez-vous, les appels téléphoniques, elle envoie des lettres, mais à chaque fois, elle s'entend dire la même chose de la part de Luc Courcel.
Il n'y a pas de contrat qui va à l'encontre des intérêts d'Areva. Pourtant, ce contrat existe bel et bien, puisqu'on lui a remis une copie. Donc elle le fait savoir. Le 12 décembre 2012, l'avocat de la CFDT envoie une lettre de mise en demeure à Luc Courcel pour obtenir des informations plus précises sur ce contrat qui existe bel et bien. À ce moment-là, Maureen est bloquée chez elle à cause d'une chute dans les escaliers survenue au travail quelques semaines plus tôt, et elle est sous antidépresseurs et calmants à cause de toutes les pressions qu'elle subit au travail, mais elle suit le dossier de très près et elle multiplie les prises de rendez-vous avec des ministres et des députés. Puis le 17 décembre, l'agression à son domicile. Pour le procureur, ce parcours et cette chronologie des faits collent parfaitement avec l'idée qu'il s'est fait du dossier, une simulation d'agression. Maureen est quelqu'un de très investi, de très sensible, mais également de très fragile, et en voulant protéger les salariés d'Areva, elle a simulé cette agression. Elle pensait que ça pourrait freiner la concrétisation du contrat passé avec la Chine. Elle aurait donc pété un câble. Et puis, Maureen a vécu pas mal de choses traumatisantes par le passé. Elle a vécu un viol en 1976 après avoir fait de l'autostop. Son fils Neil a lui-même été violé à l'adolescence. Sa mère était alcoolique. Bref, beaucoup d'événements qui l'ont menée à la dépression et à une petite phase d'alcoolisme quelques années plus tôt. Maureen, une femme fragile qui aurait tout tenté, quitte à simuler une agression pour sauver des salariés d'Areva. Voilà le profil qui est dessiné. Le procureur avait demandé une expertise psychiatrique qu'il a reçue le 18 janvier et d'après le psychiatre, Maureen est quelqu'un de plutôt stable. Il ne peut pas affirmer qu'elle a inventé cette agression, il ne peut pas l'infirmer non plus. C'est vrai qu'elle est suivie depuis 1992 par un psychiatre par rapport à toutes les épreuves qu'elle a traversées, mais son propre psychiatre explique qu'elle n'a aucune tendance à la mythomanie. Malgré ça, l'enquête pour viol et agression est close le 23 janvier 2012. Maureen est placée en garde à vue pour dénonciation de crimes imaginaires après avoir timidement avoué. Elle dit avoir certainement imaginé cette agression. Le procureur lui propose de rentrer chez elle et de rédiger des aveux complets qu'elle devra lui remettre sous une semaine, auquel cas, elle ne sera pas poursuivie, elle pourra reprendre sa vie normalement. Maureen et son mari Gilles rentrent chez eux à Haut-Fargis et dès le lendemain, Maureen appelle ses amis pour leur demander conseil. Elle demande même à l'une de ses amies si elle peut l'aider à rédiger une lettre d'aveu. Mais une semaine après, Maureen contacte son avocat et elle se rétracte. Elle affirme qu'elle a été agressée à son domicile le 17 janvier, elle n'a pas menti et elle ne compte pas faire de faux aveux. Elle envoie même un courrier au tribunal pour revenir sur les aveux qu'elle a fait le 23 janvier. Le 5 février 2013, Maureen Kearney est mise en examen pour dénonciation de crimes imaginaires. La machine judiciaire est lancée. En mars 2014, soit un an après sa mise en examen, Maureen est entendue par les juges chargés de l'instruction. Entre-temps, elle a trouvé un nouvel élément à présenter pour sa défense. Vous vous souvenez qu'en décembre 2012, elle était en arrêt de travail, puisqu'elle avait fait une chute dans les escaliers. Et quelques jours avant, on lui avait retiré le plâtre à la cheville. Cela dit, elle avait des douleurs à l'épaule droite. Et c'est la raison pour laquelle elle devait passer une IRM très tôt dans la matinée. D'ailleurs, elle a même été opérée en 2013 à cause de cette douleur. Donc si en décembre 2012, elle avait des douleurs à l'épaule droite qui l'empêchaient d'utiliser son bras droit, comment aurait-elle pu s'attacher toute seule, les bras derrière la chaise? Le problème, c'est que lors de l'instruction en décembre 2012, aucune reconstitution n'a été faite. Donc, dans l'absolu, on n'a pas de preuve que ce qu'elle dit est vrai. On sait qu'elle a été opérée en 2013. Cela dit, on n'a pas de preuve qu'elle ne pouvait pas bouger son bras droit en décembre 2012. Donc, pour les juges, cet élément n'est pas recevable. La mise en examen est maintenue et elle est renvoyée pour être jugée à une date ultérieure. Petite parenthèse, dès 2015, Areva, qui est en faillite, est finalement démantelée. La gestion du combustible est dorénavant appelée Orano et le reste de l'entreprise est récupéré par EDF. 6000 salariés Areva perdent leur emploi. Réunion de crise ce matin au siège d'Areva. Très vite, le couperet tombe. Le géant du nucléaire va supprimer 5 000 à 6 000 emplois dans le monde, 3 000 à 4 000 en France d'ici 3 ans. Le gouvernement va devoir trouver rapidement une solution.
On sait que l'un des plans du gouvernement, et Areva est une entreprise publique, c'est de marier Areva pour l'activité réacteur, la fabrication des centrales, avec EDF dans une entreprise où EDF pourrait avoir la majorité. Ça veut dire bien que cette activité disparaîtrait d'Areva. Bref, le procès de Maureen Kearney s'ouvre le 15 mai 2017 à Versailles, soit 4 ans après les faits. Maureen risque 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Des journalistes sont présents, la salle d'audience est pleine. Maureen n'est pas seule, il y a son mari, ses enfants, mais également ses amis et ses camarades de la CFDT. Maureen et Gilles ont vendu leur maison entre-temps, ils ont déménagé loin d'Auffargis, mais elle est restée très proche de ses anciens collègues. Maintenant, concernant le procès, d'après l'entourage de Maureen, ses amis, sa famille, mais également de l'avis de certains journalistes qui étaient sur place, ça s'est très mal passé. Les juges étaient très odieuses avec Maureen, elle ne la laissait pas s'exprimer et limite elle la réprimandait quand elle tentait de s'expliquer, de raconter ce qui lui était arrivé, et ça a été tellement éprouvant pour elle qu'elle a failli faire un malaise. Ce que les juges lui reprochent concrètement, c'est que sa version de l'agression ne tient pas la route. Pas de témoins, pas d'empreintes, pas de traces ADN, aucune trace non plus des supposés appels de menaces. Ajouter à ça une instabilité psychologique évidente. Voilà, pour elle, Maureen est une menteuse. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ses empreintes à elle sur les morceaux de scotch qui lui attachaient les mains? Et pourquoi on n'a retrouvé aucune empreinte digitale ou aucun ADN, hormis celui de Gilles, de Maureen et de leur femme de ménage à l'intérieur de la maison? Et ce qui leur paraît également bizarre, c'est pourquoi est-ce que son agresseur lui aurait baissé ses collants au lieu de les déchirer? Et pourquoi est-ce qu'elle ne portait pas de petites culottes? Et l'autre interrogation, c'est pourquoi est-ce qu'on s'en serait pris à Maureen? D'après le PDG d'Areva, Luc Courcel, Maureen n'était pas suffisamment importante pour que quelqu'un veuille s'en prendre à elle. Donc, à qui aurait profité le crime, si crime il y a eu? Parmi toutes les hautes personnalités politiques qu'elle avait côtoyées durant ses activités de syndicaliste, personne ne semble croire à son histoire d'agression. Et malgré l'énorme réseau qu'elle s'était constitué, le seul politicien qui fournit une attestation en sa faveur au tribunal, c'est Arnaud Montebourg. Les Hollande, Cazeneuve et tutti quanti, personne ne veut se mouiller, comme si elle n'avait jamais existé. À l'issue du procès le 6 juillet, Maureen Kearney est reconnue coupable. Elle est condamnée à 5 mois de prison avec sursis et à une amende de 5 000 €. Elle fait aussitôt appel. Ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est grâce à ses anciens collègues de la CFDT qu'elle a pu payer ses frais d'avocat, puisque elle n'avait pas l'argent nécessaire et c'est eux qui ont tout pris en charge. Et autant certains se sont un peu éloignés d'elle, autant un certain nombre lui est resté fidèle du début à la fin. Le procès en appel de Maureen Kearney s'ouvre en septembre 2018 à Versailles. Et ce que l'on apprend, c'est que les scellés ont tout bonnement disparu du tribunal, comme ça. Ce qu'il s'est passé, c'est que le nouvel avocat de Maureen, donc elle en a changé entre-temps, a demandé à faire réanalyser les scellés. Et parmi les scellés, il y avait par exemple les morceaux de scotch qui lui liaient les mains, le couteau, le bonnet qu'on lui avait mis sur la tête. Et là, on lui a expliqué que les scellés s'étaient évaporés. Quoi qu'il en soit, durant le procès, l'avocat de Maureen met en avant des éléments très importants. Il note par exemple que, d'après le rapport des techniciens qui ont analysé la maison de Gilles et Maureen en décembre 2012, il n'y avait que les traces ADN et les empreintes de 3 personnes, Maureen, Gilles et leur femme de ménage. Mais déjà, ça c'est très étrange parce que dans cette maison, il y a quand même pas mal de va-et-vient. La veille du 17 décembre, Maureen et Gilles avaient reçu des amis, plusieurs amis. Donc, comment les techniciens de la gendarmerie n'auraient pu recueillir que les empreintes de Gilles, Maureen et leur femme de ménage? Et puis il y a les enfants également, Fiona et Neil. Donc ça déjà c'est un point assez étrange, mais c'est pourtant un point qui avait été mis en avant lors du premier procès pour prouver qu'il n'y avait pas eu d'agresseur dans la maison. Bon. Le deuxième point, c'est que d'après les techniciens de la gendarmerie, les empreintes de Maureen qui ont été recueillies un peu partout dans la maison provenaient uniquement de sa main gauche. Et ça, c'est un détail intéressant, parce que ça prouve qu'effectivement, le 17 décembre, Maureen ne pouvait pas se servir de sa main droite, parce qu'elle était blessée. Donc, comment aurait-elle pu s'attacher toute seule les mains dans le dos? Ces éléments-là avaient déjà été mis en avant par le premier avocat de Maureen lors du procès de 2017, mais ça n'avait pas semblé intéresser les juges. Pourtant, ce sont des éléments quand même assez importants. Mais le plus troublant durant ce procès,
c'est que l'avocat de Maureen note une erreur qui a été rapportée durant le procès de 2017. Vous vous souvenez que, d'après les experts, on a retrouvé des empreintes de Maureen sur les morceaux de scotch qui avaient servi à lui attacher les mains dans le dos. Il s'avère qu'en fait, dans le rapport des techniciens, il n'est pas écrit que les empreintes de Maureen ont été retrouvées sur les morceaux de scotch. Il est écrit que les empreintes de Maureen ont été retrouvées un petit peu partout dans la maison, ce qui est logique vu que c'est chez elle, mais il n'est pas noté que ces empreintes étaient sur les morceaux de scotch. Cette erreur, ce mélange d'informations ou cette incompétence est très, très grave. Le 7 novembre 2018, Maureen Kearney est relaxée par la cour d'appel de Versailles qui dénonce d'énormes carences dans l'enquête. Quelques mois plus tard, sa plainte pour son agression de décembre 2012 est réenregistrée, mais finalement Maureen se désiste et elle explique sa décision par une volonté de trouver la paix. Elle a été particulièrement traumatisée par cette expérience avec la justice française, donc elle ne veut plus repasser par tout ça. De toute façon, les scellés ont été perdus. De ce fait, la justice française ne poursuit pas l'instruction. Mais il y a une journaliste qui ne lâche pas l'affaire. C'est Caroline Michel-Aguirre. Elle est grand reporter à l'Obs et elle connaît Maureen depuis de nombreuses années puisqu'elle enquêtait sur cette histoire de contrat entre la France et la Chine entre 2010 et 2011. Et lorsque Maureen avait été agressée en décembre 2012, elle avait suivi de près cette affaire. En août 1999, elle publie La syndicaliste. Son livre reprend toute l'affaire depuis le début, l'enquête, les procès, les rebondissements, bref, tout. Lorsque Maureen avait été condamnée en 2017, elle avait décidé de reprendre l'enquête à zéro. Elle avait fait des recherches et elle était tombée sur quelque chose de très, très intéressant. Elle avait retrouvé la victime de l'affaire survenue dans les Yvelines en 2006. Vous vous souvenez, il s'agissait d'une affaire qui présentait de grandes similitudes avec l'agression qu'avait décrite Maureen Kearney. Le souci, c'est qu'à l'époque, le gendarme avait appelé le commissariat où la plainte avait été déposée et on leur avait expliqué que le dossier avait été perdu. Donc fin de l'histoire, pas de recoupement. Mais Caroline Michel-Aguirre est parvenue à retrouver cette femme. Il s'agit de l'épouse d'un ancien cadre de Veolia. Caroline Michel-Aguirre avait découvert son adresse, elle s'était rendue chez elle en 2017 et la victime avait accepté de lui parler, de lui raconter son histoire. Pour le moment, on va l'appeler Clara. Bon, l'histoire que je vais vous raconter est assez complexe, je l'ai simplifiée au max et je vous la lis, comme ça ce sera plus simple. En 2004, le mari de Clara travaillait comme cadre chez Veolia et le PDG à cette époque était Henri Proglio. Le mari de Clara devait gérer un projet assez important pour le Moyen-Orient, mais il lui fallait des contacts. En juin 2004, il a rencontré l'homme d'affaires tunisien Mohamed Ajroudi, qui devait faciliter l'opération avec l'Arabie Saoudite. Mohamed Ajroudi et le mari de Clara ont dîné avec Henri Proglio, donc le PDG de Veolia, et Ahmed Djouri, un proche d'Henri Proglio. Alors, Ahmed Djouri, c'est ce qu'on peut appeler un intermédiaire. Bon, sur sa fiche Wikipédia, il y a noté homme d'affaires, mais c'est un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il met en relation des gens et il touche des commissions pour avoir mis en relation des gens. On aimerait tous être intermédiaires, dites pas le contraire. Et d'après la fiche Wikipédia d'Ahmed Djouri, c'est également quelqu'un qui est impliqué dans des affaires pas très nettes, des histoires de menaces. Voilà. Toujours est-il que durant ce dîner, le ton est monté. Ahmed Djouri voulait toucher sa commission. Mohamed Ajroudi ne voulait pas qu'Ahmed Djouri touche sa commission et le mari de Clara était d'accord avec Mohamed Ajroudi. Donc il y a eu une sorte de bagarre, la situation a dégénéré. Peu de temps après ce dîner, le mari de Clara a été licencié de Veolia pour un motif, on va dire, plutôt obscur. Et ça, il l'a mal pris. Donc il a envoyé un courrier au tribunal de Paris pour les avertir que Veolia reversait des pots de vin au Moyen-Orient pour remporter des appels d'offres. Et c'est à partir de là que Clara et son mari ont commencé à recevoir des menaces de mort. Ils étaient suivis, on les épiait, on les appelait, bref, un film d'horreur. Dans l'après-midi du 22 juin 2006, Clara était seule chez elle. 3 hommes cagoulés sont rentrés chez elle, ils l'ont attachée, ils lui ont tailladé une croix sur le ventre et un cercueil au-dessus du sein, et ils l'ont également violée. Puis, ils sont partis. Clara a appelé son mari pour l'avertir. Ils sont partis déposer plainte, mais on ne l'a pas prise au sérieux. On pensait qu'elle inventait cette histoire, donc l'affaire a été classée. La famille a déménagé et les menaces ont cessé. Après cette première rencontre avec Clara, Caroline Michel-Aguirre avait de nouveau souhaité la rencontrer la semaine suivante. Et au départ, Clara avait accepté, mais à la dernière minute, elle avait annulé le rendez-vous et elle avait demandé à ce que Caroline Michel-Aguirre ne la contacte plus. Elle ne voulait plus revenir sur cette histoire.
Du coup, Caroline n'avait pas insisté. Cela dit, ça l'avait convaincue que Maureen Kearney n'avait pas inventé cette histoire pour une raison assez simple. C'est que jusque-là, personne n'était au courant que Clara avait été violée. Dans sa plainte, elle avait parlé d'une agression, mais elle n'avait pas parlé de viol. Donc, Maureen n'aurait pas pu se servir d'une histoire lue dans la rubrique Faits divers, par exemple, parce que de toute façon, le viol n'aurait pas été mentionné. Donc ces deux affaires présentent trop de similitudes pour que ce soit un hasard. Elles ont été attachées, on les a tailladées, elles ont été violées, et ça se passe dans le même milieu professionnel, plus ou moins. Dans son livre, Caroline Michel-Aguirre explique également la raison pour laquelle Maureen a avoué le 23 janvier avant de se rétracter. En fait, elle dit que Maureen était très fatiguée. Elle était auditionnée depuis 8 h du matin. On l'a traitée de menteuse. On lui disait que personne ne la croyait dans son entourage, que ce soit ses amis, sa famille, ses anciens collègues de travail. Et on lui a également dit que son mari ne croyait pas en son histoire. Alors que c'est pas le cas en fait. Gilles n'a pas vraiment dit qu'il ne croyait pas en l'histoire de sa femme. Mais quand les gendarmes lui ont dit ouais voilà, si on te présente tous ces éléments et qu'on te demande si tu crois en cette agression, est-ce que tu y crois? Et Gilles avait répondu si vous ne me dites pas que la personne agressée c'est ma femme, moi perso je suis assez sceptique, mais connaissant ma femme, oui, je crois à 100% à ce qu'elle raconte. Et du coup, Maureen pensait que son mari ne la croyait même pas. Mais il y a une autre raison qui n'apparaît pas dans les comptes rendus de la gendarmerie. Maureen explique qu'elle était interrogée par des enquêteurs, et puis à un moment donné, les enquêteurs se sont levés, ils sont sortis du bureau, certainement pour parler avec le procureur, et là, un homme est entré dans le bureau et il l'a menacée. Il lui a dit, écoute, si tu continues à dire que tu as été agressée, si tu persistes avec cette histoire, toi et ta famille, vous allez être broyés, tu verras que vous allez être détruits par la tempête médiatique qui va s'abattre sur vous. Et Maureen a eu peur. Donc elle a avoué pour pouvoir rentrer chez elle. Lorsque le livre de Caroline Michel-Aguirre est publié en 2019, on reconnaît que c'est une très bonne enquête. Cela dit, l'affaire Maureen Kearney ne semble pas intéresser plus que ça la presse française, ni même les politiques. Quelques mois après la parution du livre de Caroline Michel-Aguirre, Complément d'enquête réalise un documentaire très approfondi sur cette affaire. Mais toujours aucune réaction des politiques. Les mois passent, les années passent, et en février 2023, coup de théâtre. L'Obs publie un article écrit par Caroline Michel-Aguirre dans lequel la victime de 2006 sort du silence. Elle s'appelle Marie-Lorraine Boquet-Petit, cette femme existe et elle confirme ce qu'elle avait déjà raconté à la journaliste en 2017. Et le lendemain de la parution de cet article, le film inspiré du livre de Caroline Michel-Aguirre sort en salle, La syndicaliste. Il est réalisé par Jean-Paul Salomé et Isabelle Huppert interprètent le rôle de Maureen Kearney. Et là, stupeur et tremblement, comme dirait Amélie Nothomb. Les politiques français semblent découvrir cette affaire maintenant qu'elle est portée sur grand écran. Et il y a même Clémentine Autain qui réagit et qui demande une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. En fait, j'ai profité de la présence d'Arnaud Montebourg, de cette audition, pour venir sur un sujet qui est totalement lié en fait à l'ordre du jour, enfin à l'intitulé de la commission ici, puisque j'ai déposé hier une résolution pour demander une commission d'enquête sur ce que je crois relever d'un scandale d'État, qui est l'affaire Maureen Kearney, que j'ai personnellement découverte vendredi dernier. Maureen Kearney, ouais, vous voyez ? Ouais. C'est bien que vous voyez, parce que moi je ne connaissais pas du tout cette histoire et je l'ai découverte sur grand écran avec le film La syndicaliste qui sort aujourd'hui en salle, et je l'ai vu vendredi et vous voyez, ça m'a tellement bouleversée que j'en ai fait une résolution que j'ai déposée dès hier pour avoir une commission d'enquête. Le problème, c'est que d'une part les scellés se sont mystérieusement volatilisés, et d'autre part, il n'y a plus aucune instruction. Comme je vous l'ai dit, Maureen avait renoncé à la poursuite de sa plainte après sa relaxe, puisqu'elle voulait passer à autre chose. La seule solution, ce serait qu'un juge décide de lui-même d'ouvrir une nouvelle instruction, ce qui n'est pas le cas au moment où je tourne ma vidéo. Aujourd'hui, Maureen vit toujours avec son mari Gilles, loin d'Auphargis. Elle fait du bénévolat dans une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, et elle s'est dit très satisfaite du film La syndicaliste, même si elle souligne qu'on est quand même assez loin de l'horreur qu'elle a vraiment subie.
Caroline Michel-Aguirre, quant à elle, a été menacée à plusieurs reprises par téléphone à la suite de la parution de son livre et lorsque le film a été adapté. Elle a d'ailleurs déposé plainte. Henri Proliot, quant à lui, a fait savoir qu'il comptait porter plainte contre quiconque insinuerait qu'il a quelque chose à voir avec cette agression. Cela dit, tout le monde y va de sa petite idée. Il est dorénavant admis que Maureen Kearney n'a pas menti. Elle a effectivement été agressée à son domicile. Mais par qui? Et pour qui? Et surtout, pourquoi? Pourquoi a-t-on agressé cette syndicaliste dévouée une matinée d'hiver 2012? Le procès en appel a eu lieu au mois de septembre 2018. J'étais complètement blanchie. Effectivement, il n'y avait pas de dossier ADN. Il n'y avait pas de mise empreinte sur le scotch. Les juges d'appel, ils ont fait leur travail comme ça aurait dû être fait dès le départ. Et on était à la maison avec mon mari et des amis. Tout le monde a commencé à sauter de joie. Et moi, j'ai regardé et j'ai dit, moi, je suis détruite. Ça fait 6 ans que je vous dis que j'étais sauvagement agressée. Et tout le monde saute de joie aujourd'hui parce que je suis crue, enfin. Mais c'était absurde. Et à partir de là, j'ai commencé réellement à me reconstruire. Je travaille bénévolement dans une association qui s'appelle Intermed 79 et c'est pour les personnes victimes de violences conjugales. Mon message aux femmes, c'est de dire de persévérer, qu'on peut s'en sortir, que le chemin est très long, douloureux, plein de souffrances. On va tomber à plusieurs reprises, mais le courage, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est de tomber et pouvoir se relever quand même. Alors accrochez-nous à ça et soyons là à côté de ces femmes victimes de violences. Elles méritent toute notre empathie et toute notre attention parce qu'elles sont courageuses et dignes. Et c'est ça mon combat aujourd'hui.